Mamie disait « On ne descend pas à la cave », comme si la cave était un accord mutuel entre elle et quelque chose d'autre. J'ai compris l'erreur, après avoir lu le mot. Ma grand-mère Odette est morte à 91 ans, dans son sommeil, dans sa maison en pierre au milieu de la Dordogne. Elle m'a laissé la maison. Le notaire a lu le testament dans son cabinet à Sarlat. Mur beige, odeur de vieux papier, tasse de café froid, et m'a tendu les clés avec une enveloppe séparée. À l'intérieur, un mot manuscrit de la main d'Odette, tremblante mais lisible. Si tu dois ouvrir la cave, ne crois pas ce qu'il dit. Personne dans la famille ne voulait la maison. Trop isolée. 40 minutes de route depuis le village le plus proche, au bout d'un chemin de terre qui n'a pas de nom. Trop vieille, mur en pierre de taille, toiture en lauze, charpente du XVIIIe siècle qui grince quand le vent souffle. Et trop pleine de souvenirs. Moi, Camille, 30 ans, fraîchement divorcée, licenciée de mon poste de graphiste, et dans cette phase de la vie où repartir de zéro semble la seule option viable, je cherchais exactement ça. Un endroit où le monde ne pourrait pas me trouver. La maison était exactement comme dans mes souvenirs d'enfance. Cheminée massive en pierre, poutre apparente, noircie par des décennies de feux de bois. Un jardin envahi de rosiers sauvages que grand-mère entretenait, avec la dévotion d'une prêtresse. La cuisine sentait encore la lavande et la cire d'abeille, l'odeur d'Odette. Et au fond du couloir du rez-de-chaussée, une porte, la porte de la cave. Fermée par un cadenas industriel, 2 verrous à peine dormants et une barre d'acier transversale scellée dans le mur de chaque côté. Cette porte m'avait toujours intriguée. Enfant, quand je passais les étés ici, je demandais « Mamie, c'est quoi en bas ?» Et Odette répondait invariablement avec ce sourire qui fermait toute discussion. « La cave à vin, ma chérie. On ne descend pas à la cave. Pas tu ne descends pas. On ne descend pas. » Comme si la règle s'appliquait à elle aussi. Comme si la cave était un accord mutuel entre elle et quelque chose d'autre. Les clés de la cave étaient dans l'enveloppe du notaire, avec le mot. 3 clés. Cadenas, verrou haut, verrou bas. Pas de clé pour la barre d'acier. Elle se soulevait simplement de ses supports. J'ai ouvert la cave le 3e jour. J'avais passé les 2 premiers à nettoyer, ranger, m'installer. À me convaincre que la cave contenait des bouteilles de Bergerac et peut-être quelques conserves oubliées. Le mot d'Odette « ne crois pas ce qu'il dit » me dérangeait. Mes grands-mères avaient 91 ans. La fin de vie fait dire des choses étranges. Derrière la porte, un escalier en pierre, étroit, humide, sans rampe. 12 marches. Une odeur de terre, de moisissure et de quelque chose d'autre, métallique, organique, vivant. En bas, une pièce plus grande que prévu. Pas une cave à vin. Il n'y avait ni étagère, ni bouteille, ni le moindre signe de vinification. C'était une pièce aménagée. Mur en pierre brute, sol en béton coulé grossièrement. Une ampoule nue au plafond reliée à un interrupteur en haut de l'escalier. Et dans le coin le plus éloigné de la porte, assis par terre, enchaîné à un tuyau d'évacuation par une chaîne épaisse fixée à sa cheville gauche, un homme. Vivant. Il m'a vu avant que je le voie. Quand l'ampoule s'est allumée, il a levé la main pour protéger ses yeux, des yeux injectés de sang, habitué à l'obscurité, et il a fondu en larmes. Des sanglots secs, rauques, le genre de pleurs de quelqu'un qui n'a plus assez d'eau dans le corps pour produire de vraies larmes. S'il vous plaît, libérez-moi. Je vous en supplie. Mon monde a basculé. Ma grand-mère, ma douce, gentille grand-mère, qui sentait la lavande,
qui faisait des tartes aux pommes avec de la cannelle, qui me chantait des berceuses en occitan. Cette femme avait séquestré un être humain dans sa cave. J'ai senti la bile monter. J'ai agrippé la rampe qui n'existait pas et j'ai failli tomber. Comment vous vous appelez ? Antoine. Je m'appelle Antoine Perrac. J'ai 34 ans. J'étais routier. Elle m'a pris. Ça fait longtemps. Je ne sais plus combien de temps. S'il vous plaît. Il était maigre. Pas mince. Maigre. Côte visible. Clavicule saillante. Poignets comme des branches de bouleau. Il portait des vêtements en lambeaux. Un pantalon de jogging gris. Un t-shirt blanc jauni. Sa barbe lui arrivait au sternum. Ses cheveux, longs et emmêlés, étaient collés par la crasse. Pourquoi elle vous a enfermé ? Je ne sais pas. J'étais sur une route départementale. Ma camionnette était en panne. Elle s'est arrêtée. Elle m'a proposé un verre d'eau. Je me suis réveillée ici. S'il vous plaît, madame, détachez-moi. J'ai cherché les clés de la chaîne, pas dans l'enveloppe du notaire. J'ai fouillé la maison, le buffet de la cuisine, les tiroirs de la commode, la boîte à biscuits en fer, où grand-mère rangeait ses petits secrets. Trouvé. Dans le tiroir du buffet, exactement là où elle rangeait tout. Une petite clé en cuivre, ancienne, attachée à un ruban bleu. J'ai libéré Antoine. La chaîne est tombée avec un bruit qui a résonné dans la cave comme un coup de tonnerre. Antoine a regardé sa cheville, un anneau de peau blanchi, calleuse, là où le métal avait frotté pendant des années. Il a tenté de se lever. Ses jambes ont lâché. Je l'ai aidé à monter les 12 marches, une à une, et quand il a atteint le couloir du rez-de-chaussée, quand la lumière du jour l'a frappé à travers la fenêtre, il s'est effondré sur le sol et il a pleuré. Des vraies larmes cette fois. Je lui ai donné de l'eau, de la nourriture, du pain, du fromage, une soupe que j'ai réchauffée. Il mangeait comme un animal, vite, sans respirer, les yeux fermés. Je lui ai trouvé des vêtements de vieux habits de mon grand-père Henri, mort depuis 20 ans, restés dans l'armoire de la chambre comme s'il allait revenir les mettre. J'ai essayé d'appeler la gendarmerie. Pas de réseau. Normal ? La maison est dans un trou. Il faut monter sur la colline derrière pour capter une barre et demie de 4G. J'ai décidé d'y aller le lendemain matin, à la première heure. Cette nuit-là, Antoine a dormi dans la chambre d'amis. J'ai verrouillé ma porte, pas par méfiance, par réflexe de femme seule dans une maison isolée avec un inconnu. Je n'ai pas dormi. J'ai pensé à Odette, à ce qu'elle avait fait. À qui elle était vraiment ? À cette femme que j'avais aimée inconditionnellement et qui avait gardé un homme enchaîné dans sa cave pendant Dieu sait combien de temps. Le lendemain matin, je suis descendue et j'ai trouvé Antoine dans la cuisine. Il avait préparé le petit déjeuner, café, tartines, confitures, les confitures de figues d'Odette, celles qu'elle faisait chaque automne. La table était mise pour deux. Nappe à carreaux, couteau à droite, cuillère au-dessus de l'assiette. La disposition exacte de grand-mère. Comment vous connaissez cette cuisine ? J'ai demandé un peu trop vite. Votre grand-mère me montait à manger. Parfois, elle me laissait monter 1 heure ou 2, quand elle était de bonne humeur. Je connaissais la maison un peu, avant qu'elle me remette en bas. Plausible. Mais il savait où étaient les tasses, la 3e étagère, derrière les bowls. Il savait que le tiroir à couvert coinçait si on le tirait trop fort. Il savait que le robinet d'eau chaude mettait exactement 30 secondes à chauffer et qu'il fallait le tourner d'1/4 de tour supplémentaire pour obtenir la bonne température. Ce n'est pas le savoir de quelqu'un qui montait 1 heure ou 2, c'est le savoir de quelqu'un qui a vécu dans cette maison. Les jours suivants, Antoine est devenu presque agréable. Il parlait peu, souriait beaucoup, ne demandait rien.
Il a commencé à m'aider, couper du bois, réparer une gouttière, désherber le jardin. Il connaissait les outils, leur emplacement dans la remise, la façon dont Odette rangeait les choses. Et il a commencé à dire des choses étranges. Je suis bien ici. Cette maison m'a manqué. C'est bon d'être à la surface. On ne dit pas ça d'une prison. À la surface. Il a vu mon expression et s'est corrigé. Je veux dire dehors. C'est bon d'être dehors. Au 4e jour, j'ai trouvé le journal d'Odette. Je cherchais du papier à lettres dans le salon quand j'ai remarqué qu'une des pierres de la cheminée bougeait. Derrière, un espace creux. Et à l'intérieur, un cahier relié en cuir, noirci par l'écriture d'Odette. Des décennies d'écriture, l'encre passant du bleu vif au bleu pâle au noir. Les premières entrées dataient de 1962. Grand-mère avait 30 ans. 14 février 1962. Maman est morte ce matin. Avant de partir, elle m'a fait promettre. Ne le libère jamais. Ne crois jamais ce qu'il dit. Et ne le regarde pas dans les yeux plus de 10 secondes. Au-delà de 10 secondes, il entre dans ta tête. J'ai promis. La cave est verrouillée. Il est calme aujourd'hui. Il pleure. Ou il fait semblant de pleurer. 3 octobre 1978. Il a encore changé. Cette décennie, il a choisi le visage d'un jeune homme brun, maigre, l'air affamé, pitoyable. Il sait exactement quelle forme prendre pour que mon cœur se serre. Avant, dans les années 50, il ressemblait à un vieil homme. Maman m'a montré les daguerréotypes de l'arrière-grand-mère. Dans les années 1880, il avait l'apparence d'un enfant. Un petit garçon aux yeux noirs. Il prend la forme qui inspire le plus de pitié pour la gardienne, en fonction. 22 juin 1995. Il m'a dit son nom aujourd'hui. Pas Antoine. Il m'a dit qu'il a eu des dizaines de noms. Qu'il est plus vieux que la colline sur laquelle la maison est construite. Plus vieux que la rivière. Il m'a dit que chaque femme de notre famille l'a gardé, de mère en fille, depuis que la cave a été creusée, et que la cave a été creusée avant la maison. La maison a été construite autour de la cave pour le contenir. 15 mars 2003. Il m'a dit quelque chose de nouveau. Il m'a dit qu'il n'est pas dangereux dans la cave, que la cave est un espace de confinement, un périmètre, un accord ancien entre lui et les premières femmes de la lignée. Dedans, il est diminué. Dehors, il est complet. Il m'a dit cela pour que je le plaigne, pour que je pense qu'il souffre. Mais ma mère m'a appris à reconnaître ses stratégies. La pitié est son arme. La gentillesse est son cheval de Troie. 8 décembre 2018, il sait que je vieillis. Il sent que ma force diminue. Il a commencé à parler de Camille, ma petite fille. Comment connaît-il son nom ? Je ne l'ai jamais prononcé devant lui. Mais il sait. Il dit « Camille est gentille ». Camille ouvrira la porte. Et il sourit. Dernière entrée. 4 janvier 2024. Je vais mourir bientôt. Mon corps me le dit. Camille héritera de la maison. J'ai laissé un mot avec les clés du notaire. Ne crois pas ce qu'il dit. C'est insuffisant. Je devrais écrire un livre. Mais elle est gentille. Trop gentille. Comme moi, au même âge. Elle le libérera. Je le sais. Et si elle le libère ? La phrase s'arrêtait là. L'écriture s'affaissait. Les lettres devenaient des griffures. C'est probablement la nuit où Odette est morte. Le stylo avait roulé et laissé une traînée d'encre bleue, comme un dernier soupir. J'ai refermé le cahier. Mon cœur battait dans mes tempes. J'ai couru vers la fenêtre de la cuisine qui donne sur le jardin. Antoine n'y était plus. J'ai fouillé la maison. Salon, vide. Chambre,
vide. Salle de bain, vide. Remise, vide. Et puis j'ai entendu sa voix, venant du couloir, venant de la cave, de la porte que j'avais laissée ouverte parce que je n'avais aucune raison de la refermer. Parce que la menace, je le croyais, avait toujours été Odette. « Camille, descends. Je veux te montrer quelque chose. » Sa voix avait changé. Le ton était le même, doux, timide, soumis. Mais la texture était différente. Comme un instrument désaccordé qui joue les bonnes notes, comme si la douceur n'était pas une émotion mais un costume. Ta grand-mère était courageuse. 62 ans à me garder en bas. Avant elle, sa mère. Avant sa mère, la sienne. 300 ans de femme forte. Mais toi, Camille, tu es gentille. Et les gentilles ouvrent toujours la porte. J'ai reculé. J'ai entendu un bruit derrière moi. La porte d'entrée de la maison venait de se fermer. Le verrou a tourné, seul, sans main. Et chaque fenêtre de la maison s'est fermée en cascade. Clac, 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 clac. Comme une séquence programmée. Comme si la maison elle-même obéissait. Tu vois, le problème avec la cave, c'est que la cave était mon périmètre. Un accord. Les murs, les pierres, la chaîne, pas une prison, un contrat. Dedans, je suis limité. Dehors, je suis complet. Et tu m'as fait monter. Tu m'as fait sortir du périmètre. Tu m'as fait manger, dormir, marcher dans le jardin, toucher les rosiers. Tu m'as rendu chaque centimètre de cette maison. Les lumières se sont éteintes. Toutes. D'un coup. Comme si l'interrupteur général avait été coupé. Mais il n'y a pas d'interrupteur général dans cette maison. Je le sais parce que j'ai refait le tableau électrique le 2e jour. Et maintenant, la maison entière est la cave. Mais sans les murs de confinement. Sans le contrat. Étiez dedans avec moi, comme ta grand-mère l'était, sauf qu'elle avait la chaîne. Le mot d'Odette. Ne crois pas ce qu'il dit. Elle n'avait pas écrit. Ne le libère pas. Elle me connaissait. Elle savait que je le ferais. Que ma gentillesse serait plus forte que sa mise en garde. Alors elle m'avait donné la seule arme qui pouvait encore servir après l'erreur. Pas une prévention. Un outil de survie. Ne crois pas ce qu'il dit. Il dit qu'il veut me montrer quelque chose. Ne le crois pas. Il dit qu'il est complet. Peut-être qu'il ment. Peut-être que la cave est encore un périmètre. Peut-être que si je descends, que je referme la porte, que je remets les verrous et la barre. Mais il faudrait descendre. Et la cave est noire. Et il est en bas. La seule porte non verrouillée de la maison est celle de la cave, ouverte. L'escalier de 12 marches dans l'obscurité. Et au fond, dans le noir, j'entends sa respiration. Lente, profonde, patiente. Il a attendu 300 ans. Il peut attendre une nuit de plus, mais moi, je n'ai plus de lumière, plus de réseau, plus de sortie. Et les rosiers, dehors, ces rosiers, les rosiers qu'il a touchés, soignés, arrosés, je les entends pousser contre les murs. Camille a dit sa vérité, maintenant c'est à vous d'en juger. Répondez-moi en commentaire. Et si vous voulez que ce récit ne tombe pas dans l'oubli, laissez un j'aime et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines archives.